Bonjour, voici une vidéo consacrée au retour de la République en France après la Seconde Guerre mondiale. Donc le thème 3 s'intitule Français et Français dans une République repensée, avec comme premier chapitre Refonder la République, repenser la démocratie. Alors pourquoi est-ce qu'il faut refonder la République et pourquoi est-ce qu'il faut repenser la démocratie? Refonder la République, alors ça paraît assez évident puisque la Troisième République a été supprimée à l'arrivée au pouvoir du maréchal Pétain en 1940, après l'effondrement militaire, la demande d'armistice et le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Repenser la démocratie, alors là, il faut réfléchir un petit peu plus à la situation du pays et se dire que la plupart des résistants pensaient qu'il y avait un problème de fonctionnement de la République et que c'est ce problème de fonctionnement qui avait entraîné la défaite. Donc, il voulait refaire un fonctionnement du pays, le rendre plus social, ce qui avait été d'ailleurs été réfléchi déjà pendant la guerre par le Conseil national de la résistance, comme on le verra. Donc la problématique est très simple. Comment a été rétablie la République à la libération? Et donc on voit qu'il y a d'un côté un rétablissement assez rapide qui est fait dans l'ordre légal, mais qu'ensuite on se pose quand même la question, on ne veut pas en fait refaire la même chose que ce qu'il y a eu avant la défaite. Alors la libération du territoire, d'abord, ça c'est le premier point à bien comprendre. Alors la libération, elle se fait essentiellement par les armées alliées. Quoi qu'en disent les Français, c'est quand même principalement les armées américaines, euh, britanniques, ainsi que celles d'autres pays du Commonwealth, qui ont libéré la France, même si on ne peut pas nier l'importance de l'aide de la résistance intérieure, par exemple en ralentissant les mouvements de troupes, en renseignant, et même dans le cas de Paris, qui est libéré le 24 août par sa population en prenant les armes. Par ailleurs, des unités de la France libre, des forces françaises libres, combattent aux côtés des Alliés, comme on va le voir sur la carte qui va suivre. Alors voici une image de la libération, c'est la libération dans la ville de Grenoble. On voit la joie des habitants, évidemment, qui acclament les soldats. Voilà une affiche qui représente la libération comme quelque chose de presque mystique. C'est comme si un, donc une allégorie de la France, avec le drapeau tricolore qui constitue sa robe, qui soulève une dalle sous lequel elle était ensevelie pendant la guerre. Alors voilà cette carte du territoire dont je vous parlais. Alors on voit bien qu'il y a deux points par lesquels arrivent les armées alliées. D'abord dans le nord, le 6 juin 1944, le débarquement en Normandie. Mais il ne faut pas oublier qu'au sud, en Méditerranée, aux alentours de Toulon, il y a le débarquement de Provence, qui est plus tardif, qui est le 15 août 1944, qui viendra en quelque sorte en appui du premier, qui lui est le plus important débarquement de toute l'histoire, en fait. Très simple là-dessus. Et qui a permis aux Alliés de prendre pied assez rapidement dans une petite région que vous avez ici en vert foncé, avec en particulier le Cotentin, c'est la péninsule, qui a un peu la forme d'une tête de chat, vous voyez. Dès le mois de juillet 1944, cette toute petite région est libérée, mais ensuite les choses vont mettre quand même plus de temps. Et vous voyez la vaste zone là, qui en va jusqu'à Paris, donc est libérée au mois d'août. Ensuite, eh bien, les armées alliées sont un peu bloquées. Et c'est la raison pour laquelle un deuxième débarquement est donc effectué en Provence et permet la remontée le long de la vallée du Rhône, avec la libération de Grenoble, par exemple, en septembre 1944. Et ensuite, tout le reste du territoire sera libéré plus tard, mais avant la fin de l'année. Alors, ce que vous voyez ici aussi sur cette carte, c'est ce qu'on appelle les poches de résistance allemande, cette fois-ci, avec en particulier la ville de La Rochelle, que vous pouvez situer au, au nord de Bordeaux, ainsi que la ville de Dunkerque. Voilà. Sur cette carte sont aussi mentionnés les bombardements alliés. Il ne faut pas oublier que
Beaucoup de villes françaises ont été bombardées non pas par les Allemands, mais par les Alliés, hein, dans une logique qui est la logique d'attaque de la présence allemande pour libérer le territoire. Donc, c'est des bombardements qui ont fait pas beaucoup de victimes, mais qui ont été acceptés globalement par la population. Voilà. Et vous avez aussi sur cette carte, les triangles marquent les atrocités commises par les troupes allemandes, essentiellement la division Das Reich, qui remontant du sud, où était stationnée vers la Normandie, pour prendre position en chemin, a effectué plusieurs massacres, dont certains sont marqués sur cette carte. Alors, une petite précision quand même, hein, c'est qu'ensuite, la libération territoire étant effectuée, les troupes françaises et alliées ont continué le combat en Allemagne, et ce combat a duré assez longtemps, puisqu'on sait que le Reich allemand a capitulé seulement le 8 mai 1945. Donc, vous voyez, Paris est libéré le 24 août 1944. Donc, il faudra encore attendre 9 mois pour que Berlin aussi tombe aux mains des Alliés. Et il y a même eu une contre-attaque allemande qui n'est pas marquée sur cette carte, mais qui a rendu les choses assez difficiles quand même pour les troupes, en particulier américaines, sur les Ardennes en particulier. Alors, parallèlement à cette reconquête territoriale, donc un retour progressif à la normale s'effectue. Alors, il faut souligner que la France n'a pas connu de réelle guerre civile, hein, comme a pu connaître par exemple la Grèce ou la Yougoslavie. Des comités locaux et départementaux de libération nationale prennent le rôle des États français. Alors, les personnes les plus impliquées dans la collaboration avec l'Allemagne sont attaquées. Alors, d'abord, sont attaquées par des maquis, par des personnes non officielles, par les forces françaises de l'intérieur, les FFI, et parfois sont même exécutées. Alors, parfois, il y a aussi des vengeances qui peuvent avoir été excessives, hein, mais dans l'ensemble, quand on imagine l'état d'esprit de ce pays qui était martyrisé, ce genre de réaction est quand même assez compréhensible, et il faut tout de suite préciser que dès que la République s'est remise en place, l'épuration est devenue une épuration judiciaire, juridique, devant les tribunaux. Alors, les débats autour de l'épuration ont occupé beaucoup de place à la Libération, entre ceux qui trouvaient qu'elle n'allait pas assez loin, ceux qui trouvaient qu'elle allait trop loin. Ça a occupé énormément de place dans le débat public. Voilà. Dans ce retour progressif à la normale, une nouveauté, les femmes ont obtenu le droit de vote. Alors, le droit de vote, elles l'ont obtenu cette fois-ci sans vote, du gouvernement provisoire de la République française, qui était à Alger, qui a décidé ça sans trop de discussion. Tous les membres de ce conseil, en fait, étaient d'accord. Alors, le retour à la République se fait très officiellement par une ordonnance du gouvernement provisoire de la République française, toujours basé à Alger à ce moment-là, et qui émet une ordonnance dont l'article 1er est très simple: la forme du gouvernement de la France est et demeure la République. En droit, celle-ci n'a pas cessé d'exister. Alors, quelques précisions. Ça veut donc dire que, en droit, l'État de Vichy n'a pas existé. Alors, comme on ne peut pas nier qu'il a existé en réalité, on l'appelle gouvernement de fait, connu sous le nom d'État français, par exemple. Mais en droit, la nouvelle République, le gouvernement de la provisoire de la République, dirigé par le général de Gaulle, hein, a décidé que le gouvernement de Vichy n'a jamais existé. C'est une prise de position qui peut paraître un peu curieuse, mais qui a été très fortement affirmée, et sur lequel ensuite on a beaucoup été amené à réfléchir, en particulier où se trouvait la France pendant la guerre. Est-ce que la France se trouvait à Vichy? Est-ce que se trouvait à Londres, puis à Alger? En tout cas, en 1944, il n'y avait aucun doute que la France se trouvait à Londres, puis à Alger, pour le gouvernement provisoire. Donc, tous les actes juridiques pris postérieurement au 16 juin 1940 sont déclarés nuls et de nul effet. Alors, voici une affiche assez connue qui montre la République martyrisée. Vous voyez qu'elle a ce qu'on appelle les stigmates, c'est-à-dire que sur les mains, vous avez des traces de blessures qui font référence très clairement
aux blessures causées par les clous de la croix sur le Christ. Alors là, très symboliquement, à Paris, la rue du Maréchal Pétain est débaptisée, le panneau est enlevé pour laisser la place à la rue de la République. Voici l'unité du pays avec 3 couleurs, bleu, blanc, rouge, et bleu correspondant en fait aux vêtements des ouvriers, blanc aux vêtements des intellectuels et des cadres, et rouge à celui des paysans. Et c'est l'union de ces 3 forces qui permettra la reconstruction du pays, comme il est dit, une France plus belle. Donc voici le premier, voici la participation des femmes. Donc ça, c'est la participation au référendum sur la Constitution, comme on le verra ensuite. Alors, le général de Gaulle, c'est donc cet homme qui, le 18 juin 1940, je rappelle, hein, avait appelé à la résistance. À ce moment-là, il avait appelé les soldats, les officiers, et les ouvriers de l'armement, etc., à le rejoindre en Angleterre. Et ensuite, il a obtenu le ralliement de plusieurs territoires de l'Empire colonial français. Il a constitué des forces françaises libres, donc de l'extérieur, et grâce à Jean Moulin, il a pu fédérer autour de lui l'ensemble des mouvements et des réseaux de la France, de la résistance intérieure, pardon. Et c'est l'union des deux qui a donné la France combattante. Donc, De Gaulle dirige le gouvernement pendant 2 ans, de 1944 à 1946. Et alors, tout de suite, on s'attelle à la constitution d'une nouvelle constitution, évidemment, à l'écriture d'une nouvelle constitution, avec vote par référendum pour que ce soit le peuple qui choisisse. Mais cette constitution est finalement difficile à accoucher, disons, parce que le premier vote, le référendum a comme résultat le rejet de la constitution. Une deuxième élection d'Assemblée nationale a lieu, avec ensuite une deuxième constitution élaborée, un deuxième référendum, et celui-là voit l'adoption de la nouvelle constitution. Alors, grosso modo, il y a 2 choses à retenir, c'est que cette république est plus sociale, c'est-à-dire que l'accent est mis sur l'intégration de l'ensemble de la population, mais son fonctionnement est assez proche de celui de la Troisième République dans le sens où c'est un régime parlementaire, c'est-à-dire que c'est le Parlement qui vote les lois et qui a l'importance fondamentale dans le fonctionnement du régime. Alors voilà un petit tableau chronologique. Alors, vous n'êtes pas obligé de connaître les dates par cœur. Il faut retenir l'idée qu'une première Assemblée nationale constituante est élue, que De Gaulle est en désaccord avec l'orientation de cette Assemblée, qu'un référendum est mis en place, est proposé, disons, au vote, et que le peuple refuse ce projet de constitution. De Gaulle et la droite avaient appelé à voter non. Du coup, une nouvelle Assemblée constituante est élue qui propose un nouveau projet de constitution qui, cette fois-ci, est adopté par référendum. Entre-temps, donc De Gaulle est parti et la 4e République est mise en place sans lui. Alors, en quoi est-ce que c'est une démocratie plus sociale? Eh bien, il faut remonter aux années de la guerre et aux propositions du Conseil national de la résistance, qui est un organisme qui avait été mis en place, entre autres sous l'action de Jean Moulin, pour rassembler des représentants de tous les mouvements et réseaux de résistance. Alors, pour faire la différence, un réseau est plus orienté vers le renseignement, un mouvement est plus orienté vers la propagande et les maquis. Les syndicats et les partis politiques participant à la résistance sont aussi représentés dans ce Conseil national qui en fait regroupe des gens qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite, hein, des communistes jusqu'aux royalistes, jusqu'aux monarchistes, hein, et qui a élaboré un texte qui s'appelle Les Jours heureux, dans lequel il propose une nouvelle façon d'organiser le pays pour en fait éviter les dérives qui avaient été constatées à la fin de la Troisième République et qui a amené sa chute. Il faut bien imaginer que tout le monde est obsédé par le fait de ne pas refaire les erreurs de la Troisième République. Donc, plusieurs mesures proposées par le Conseil national de la résistance sont immédiatement appliquées à la libération, comme certaines nationalisations. Ça veut dire quoi, une nationalisation? Ça veut dire qu'une entreprise privée
devient en fait propriété de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui est actionnaire unique et qui va être gestionnaire de cette entreprise. On verra un exemple assez connu tout à l'heure. Ensuite, la mise en place d'une sécurité sociale, c'est-à-dire que un système par répartition, c'est-à-dire que les gens ne vont pas cotiser que pour eux, pour par exemple la maladie, pour la vieillesse, la retraite, etc. Mais c'est tout le monde cotise et tout le monde ensuite a droit, s'il en a besoin, à recevoir de l'argent, soit pour la maladie, soit pour la vieillesse, soit pour la famille. Ensuite, j'ai mentionné le soutien à la presse. Ça me paraît très important parce qu'en fait, avant la guerre, la presse française était considérée comme très vénale, c'est-à-dire achetée en particulier par les gouvernements étrangers. Et que ça avait été une des causes, d'après les membres du Conseil national de la résistance, hein, ça a été une des causes de la montée en puissance, on va dire, de gens qui étaient favorables au régime nazi, fasciste, etc. Alors voici une réunion du Conseil national de la résistance. Ce qui est assez émouvant, c'est que Jean Moulin ayant été arrêté et torturé et tué par les Allemands, on ne l'a pas remplacé en fait. Hein. On a une photo de Jean Moulin qui est à la place où il devait siéger. Voici un appel de ce Conseil national de la résistance. Hein. Donc vous voyez que ce qui est en dehors du titre, ce qui est le plus visible, c'est l'expression un ordre social plus juste. Alors, la sécurité sociale, avec cette très belle affiche, fermons la porte à la misère. Alors, voilà comment s'est organisée la sécurité sociale. Vous avez dans la société des gens qui sont des travailleurs, des familles, des retraités. Tous ces gens ont besoin parfois d'être aidés. Et en fait, tous ces gens participent aussi, pas pour tous, mais pour une partie d'entre eux, à l'activité économique du pays par l'entreprise. Et donc, c'est dans chaque entreprise, les employeurs et les salariés cotisent, en fait, c'est-à-dire versent de l'argent à proportion de leur salaire, à proportion de leurs revenus, versent de l'argent dans des caisses de sécurité sociale, avec des cotisations salariales qui viennent des salariés et patronales qui viennent des employeurs. Ce sont ces caisses qui, en fait, financent des caisses publiques, assurance maladie, assurance vieillesse, allocation familiale, qui ensuite aident les gens qui en ont besoin dans la société. Donc on voit qu'en fait, la charge de l'entretien de la société entière repose en fait sur les employeurs et sur les salariés. C'est toujours le système qui est en place en France, hein, pas seulement. D'autres pays ont adopté la même chose. Par exemple, ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Et dans ce système, ce sont les acteurs économiques qui en fait financent l'ensemble de la société. Alors voici maintenant un exemple assez connu de société nationalisée, c'est la régie Renault. Le propriétaire de Renault a été accusé d'avoir travaillé pour les Allemands et donc sa société a été confisquée. Et c'est l'État qui a été propriétaire de la régie Renault. Voilà, donc maintenant le bilan, un petit bilan pour terminer. Donc une libération par les Alliés avec une participation de la France combattante. Pourquoi j'utilise cette formule? Il ne faut pas imaginer que les Français sont libérés tout seuls. Parfois, c'est ce qu'ils laissent entendre par une sorte de, je dirais, d'orgueil qui peut se comprendre, mais bon, historiquement, il faut quand même reconnaître que ce sont les Alliés qui ont libéré la France. Ensuite, un retour plutôt facile de la République, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de guerre civile vraiment en France, et les gens de Vichy sont partis, les comités nationaux de libération, comités locaux de libération, pardon, se sont mis à la place, et ensuite l'organisation s'est mise en place, des préfets sont arrivés dès le mois d'août-septembre, et en fait, il y a eu une sorte de transition plutôt en douceur. Par contre, la bonne forme de régime a été compliquée à trouver, voilà. Et en particulier, le choix d'une république parlementaire, comme la troisième, a entraîné le départ du général de Gaulle du pouvoir. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça vous a intéressé. Au revoir.